Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Elodie Bordier de la CCI France Colombie. On laisse l'espace ici à l'entreprise Goru pour vous présenter donc, cet événement tant attendu pour beaucoup de Français. Je vais laisser la parole du coup à Tanguy et il va se présenter directement. Super. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je me présente Tanguy Jess. Je suis expert comptable réaliste en France. Je suis en Colombie depuis 4 mois. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les résidents fiscaux en Colombie ayant des intérêts fiscaux et économiques en France. Quelles sont les problématiques et les obligations que nous devons aborder. Donc, il y aura une première partie de cette présentation qui va durer à peu près 30 minutes. Et ensuite, il y aura également un temps pour tout ce qui est questions et sujets dits. Donc, nous allons aborder cette conférence au travers de deux principaux thèmes. Donc, le premier sera autour de la convention fiscale entre la France et la Colombie. Nous allons donc présenter cette convention et en tirer les avantages et les objectifs. Et le second thème, donc, ce sera donc les obligations des résidents colombiens avec des intérêts fiscaux en France. Donc, voilà aussi le premier thème, centré sur la convention fiscale entre la, la France et la Colombie. Premièrement, nous allons contextualiser cette convention et parler du contexte et du champ d'application de la convention. Donc, la convention a vu le jour en 2022. Donc, elle a eu lieu parce que les liens entre la Colombie et la France sont de plus en plus fortes. Donc, il y a eu une croissance des exportations en France et en Colombie. En France, une augmentation de 19% selon le rapport CEPAC de 2022. Et en Colombie, augmentation de 49% selon ce même rapport CEPAC 2022. Aussi, la France est le pays étranger qui crée le plus d'emplois en Colombie, avec 260 filiales françaises et plus de 130 emplois directs. Donc, voilà pour contextualiser cette convention entre la France et la Colombie. Donc, le champ d'application et l'entrée en vigueur de cette convention. Donc, le 23 décembre 2021, les discussions concernant la convention de non-approbation entre la Colombie et la France se sont achevées. Cette convention avait commencé à avoir le jour en 2015. Et donc, cette CNI est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, mais la plupart de ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2023. Le principal ob- objectif de cette convention vise à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, sans créer de possibilité de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale. Donc, concernant la France, cela concerne l'impôt sur le revenu, la CSG-CRDS, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur la fortune. Donc, avant de rentrer dans tout ce qui est objectif et avantage de cette convention,
nous allons vraiment nous pencher sur la notion de résidence fiscale, que ce soit en France ou en Colombie. Donc, cette notion de résidence fiscale pour les personnes physiques donc, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal hors France. Selon le Code général des impôts, ce sont les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée de titre pratique accessoire et celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Ensuite, nous allons voir la notion de résidence fiscale pour les personnes physiques en Colombie. Donc, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Colombie selon l'article 10 du Estatuto Tributario. Ce sont les ressortissants nationaux ou étrangers qui séjournent de manière continue ou discontinue dans le pays pendant plus de 183 jours sur une année, mais ce sont aussi les ressortissants nationaux dont, durant cette période en question, c'est-à-dire une année, leur conjoint ou partenaire permanent ou leurs enfants mineurs à charge ont une résidence dans le pays. Si 50% de leurs revenus, biens ou actifs sont détenus dans le pays, qui n'agripent pas de statut de résident à l'étranger ou qui sont résidents fiscaux d'une juridiction considérée comme paradis fiscal. Donc, voilà, si une des conditions est retenue, on est considéré du coup, comme résident fiscal Une en Colombie. question, je ne sais pas si... Si, on peut, C'est par rapport à un ressortissant national, donc il s'agit a priori des Colombiens. Comment ça marche pour les Français? Est-ce que ça s'applique totalement, partiellement? Comment ça fonctionne? oui, bah, si vous êtes de nationalité française et que vous séjournez plus de 183 jours en Colombie, vous serez considéré. D'accord. Donc pour les Français, on applique juste la partie 183 jours, mais pas les autres. Par exemple, si je suis français, je retourne en France, on va dire, mais je garde un patrimoine ici et que ce patrimoine représente plus de 50% de mes actifs, donc je ne suis pas considéré résident fiscal colombien. Ok. Exactement. Bon. Donc voilà, on a vu la notion de résidence fiscale pour les personnes physiques qui peut arriver qu'il y ait des conflits entre la résidence fiscale en France et la résidence fiscale en Colombie. Donc, cette convention permet d'éclaircir aussi ces points-là. Donc, lorsqu'une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée du coup, de la manière suivante. Donc, cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent en France et en Colombie, donc elle sera donc considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Donc si pareillement cela ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle. Ensuite, pareil, si cela ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité. Et si cette personne ne possède ni la nationalité colombienne ni la nationalité française, ou si elle possède la nationalité des deux États, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. Donc voilà, du coup, pour déterminer la résidence fiscale, que ce soit en Colombie ou en France. Ensuite, pour ce qui est la notion de résidence fiscale pour les personnes morales, donc c'est plus clair, enfin, c'est plus simple que pour les personnes physiques. Donc une personne morale est considérée comme un résident seulement de l'État dont son siège de direction effective est situé et qui est soumis à l'impôt en France et dont tous les porteurs de parts associés sont personnellement assujettis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés. Donc,
quelles sont donc les conséquences de ces résidences fiscales en Colombie ou en France pour les personnes physiques ou personnes morales? Donc, si on est résident fiscal en Colombie ou en, en Colombie pour les personnes physiques ou personnes morales, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu et à l'impôt complémentaire pour le revenu et leurs gains occasionnels de sources nationales et étrangères. Donc, voilà, nous avons là, dans un premier temps contextualisé la convention fiscale entre la France et la Colombie et éclairci la notion de résidence euh, fiscale, de la détermination de la résidence fiscale. Et nous allons désormais aborder donc, les avantages et objectifs de cette dite convention fiscale. Donc, il y a deux objectifs généraux et deux avantages à cette convention fiscale. Premièrement, les objectifs généraux concernent les particuliers et les entreprises et les objectifs, c'est la sécurité juridique avec l'élimination de la double imposition et la lutte contre la fraude fiscale et le développement des entreprises françaises en Colombie avec la réduction de certains taux d'imposition. Donc, les objectifs généraux pour les particuliers, bon, comme on l'a vu, c'est principalement la sécurité juridique pour les revenus tirés d'un pays où il soit résident fiscal. Dans notre cas, le résident fiscal en Colombie et en plus des revenus en France. Et pour les entreprises, c'est l'objectif principal, la faciliter le développement des entreprises en Colombie. Ensuite, donc, pour éclaircir l'avantage de la sécurité juridique qui concerne principalement l'élimination de la double imposition. Donc, en ce qui concerne la Colombie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. Lorsqu'un résident de Colombie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables en France, la Colombie accorde, sous réserve des limitations prévues donc, par sa législation interne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu et sur la fortune payée en France. Donc voilà, si vous êtes résident fiscal Colombie peut être imposable sur des revenus en France. Vous serez imposé en France, mais vous ne serez pas im- imposé en Colombie du fait de l'élimination de l'imposition. Donc, au niveau de la sécurité juridique et également une prévention donc, de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale avec l'organisation d'échanges automatiques de renseignements entre la France et la Colombie et une assistance en matière de recouvrement des créances fiscales pour les résidents fiscaux étrangers et colombiens et français. Donc, pour le développement des entreprises françaises en Colombie, la la Convention met en avant certaines réductions des taux de retenue à la source. Donc, il y a une réduction des taux d'imposition sur les dividendes, les intérêts et les redevances. Donc, les dividendes donc, versés par une société française à un résident fiscal colombien peut être imposable en Colombie. Ils peuvent aussi l'être en France, mais si le bénéficiaire effectif donc, est un résident colombien, le taux d'imposition sera de 5% si le bénéficiaire est une société détenant au moins 20% des actions de la société distribuant les, euh, les dividendes. Donc, en France, normalement, ce taux de prélèvement à la source est de 12,8%. Donc là, il serait abaissé à 5% dans ce cas, et le taux maximum fixé est de 15%.
Donc, cela nécessite d'avoir au moins 20% des actions de la société distribuant les dividendes, sachant que pour l'OCDE, le taux est de 25%. Donc là aussi, il y a une réduction du taux intéressante. Cela concerne aussi donc, les intérêts et les redevances. Donc, les intérêts et les redevances versés par une société française à une société colombienne peuvent être imposables en Colombie, ils peuvent aussi être en France, mais si le bénéficiaire effectif est un résident du coup, en Colombie, colombien, le taux sera de 10%, contre 15% pour les intérêts et 20% pour les redevances. Donc voilà, il y a quelques réductions du coup, des taux d'imposition du coup, qui sont incitatives pour les entreprises françaises à se développer en Colombie. Donc voilà, nous avons fait le tour des principaux objectifs de cette convention entre la France et la Colombie. Donc, principalement pour les personnes physiques, l'élimination de la double imposition et la sécurité juridique. Et pour les entreprises, donc, aider le développement des entreprises entre les deux pays. Donc, nous allons désormais aborder donc, le thème 2, donc les obligations des résidents fiscaux colombiens avec des intérêts fiscaux en France. Donc, je suis résident fiscal en Colombie. J'ai des revenus de source française, des locations françaises. Quelles sont mes obligations et qu'est-ce que je dois faire? Donc, pour, pour débuter, quelques informations utiles sur la déclaration d'impôt en France. Cela se fait donc sur le site ImpôtsGouv, espace particulier. Vous avez ici le contact avec le numéro de téléphone et l'adresse mail. Donc, la date d'ouverture s'est fait le 11 avril 2024 et la date limite, c'est le 23 mai 2024. Donc, c'est la semaine, c'est jeudi prochain. Ça, sachant qu'on peut très bien faire ensuite une déclaration rectificative jusqu'au 30 juin. Donc, voilà. Donc, une petite nouveauté de 2024, on peut effectuer des déclarations sur un smartphone ou une tablette, ce qui était impossible auparavant. Quel taux pour mon imposition française? Donc, j'ai des revenus que je dois imposer en France. Quel est mon taux? Donc, ça, c'est pour juste les résidents français. Enfin, C'est pour les résidents fiscaux en Colombie ayant des revenus de source française. les résidents colombiens doivent quand même se déclarer. Ça. Si vous avez des revenus de source française, oui. Donc, en tant que résident colombien, l'imposition en France, ça se fait seulement sur les revenus de source française, donc selon le barème progressif et le quotient familial. Donc, quand on est résident fiscal en Colombie et qu'on a des revenus de source française, ce taux d'imposition ne peut être inférieur à 20% entre 0 et 26 000 euros de revenus et à 30% supérieur. Mais il y a une exception, si le non-résident peut justifier que le taux moyen de l'impôt français sur les revenus français et étrangers est inférieur à 20%. Je m'explique. Je dois déclarer des revenus en France. Donc, si j'ai que des revenus français et pas des revenus colombiens, et si je suis résident colombien, je serai imposé minimum à 20%. Mais si j'ai des revenus français et des revenus colombiens, nous pouvons prendre ce revenu global pour déterminer le taux d'imposition et on peut prendre et si ce taux est inférieur à 20%, on peut prendre ce taux-là
Et ce taux-là sera appliqué que sur les revenus françaises. Donc, on prend les revenus mondiaux, on établit le taux d'imposition et on applique ce taux sur les revenus imposables en France. Donc là, il faut juste cocher la case pour bénéficier du taux moyen d'imposition. Donc, tout d'abord, les revenus d'emploi. Donc, je suis résident fiscal en Colombie. Je perçois des revenus de source française. Comment je les impose? Donc c'est selon l'article 14 du CNI, la Convention d'imposition. Les revenus d'emploi comprennent les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié. Ces revenus d'emploi sont imposables que dans l'État de résidence du salarié, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant, dans l'autre État contractant. Si l'emploi est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. Donc, les salaires de source française sont donc imposables en Colombie, sauf si cet exercice a été fait en France ou que la résidence fiscale en Colombie ne dépasse pas 183 jours. Donc, pour éviter du coup la double imposition, la France accordera un crédit d'impôt équivalent à l'impôt payé en Colombie. Donc voilà, je suis imposable en Colombie, je paye l'impôt en Colombie, je dois quand même déclarer mes revenus de source française en France, mais j'aurai le droit à un crédit d'impôt me permettant de ne pas payer d'impôt en France, vu que je l'ai déjà payé en Colombie. Donc, où je dois, donc je suis résident fiscal en Colombie, je perçois des revenus de source française, où dois-je les déclarer? Il faut là les déclarer sur la déclaration de 2042, 15.1 AF pour tout ce qui est salaire, chômage, etc. Et les pensions de retraite, quant à elles, sont à renseigner sur la 15.1 AAL, sur la 2, sachant que les pensions de retraite ne sont imposables que dans le pays de résidence du contractant. Il y a donc une annulation de cet impôt en France, donc ce sera imposable en Colombie. Il y aura donc pas un crédit d'impôt concernant à l'impôt qui aurait dû être payé en France. Donc, dans ces revenus d'emploi, nous avons aussi généralement des retenus à, à la source. L'employeur prélève automatiquement donc l'impôt sur le revenu, donc l'employeur le prélève automatiquement sur la fiche de paye. Et les salaires et pensions de source française perçus par les non-résidents doivent passer d'une revenu à la source, prélevés directement par l'employeur ou le débiteur sur la pension ou le salaire net. Donc, cela, normalement, se renseigne automatiquement via les DSN. Donc, donc c'est sur la 2041E et la case 8TA de la 2042. Et donc, cet impôt qui sera payé sera remboursé si le revenu est imposable en Colombie et vous aurez droit à un crédit d'impôt pour effacer cette imposition. Ensuite, nous allons se pencher sur les dividendes. Donc, quand je perçois des dividendes de source française. Donc, en principe, nous avons une retenue à la source prélevée automatiquement euh, sur les dividendes de 12,8% au niveau de la déclaration. On n'a pas de déclaration à faire sur pas d'autres revenus français. Donc, et vu qu'on est résident fiscal en Colombie, on n'aura pas de prélèvements sociaux non plus. Par contre, si on a des revenus de source française, le montant des dividendes sera inclus dans le résultat fiscal de référence. Donc,
Donc, selon la convention, comme on l'a vu auparavant, le taux sera abaissé à 5% si on a au moins 20, si la société française a au moins 20% de participation dans la filiale, dans la filiale colombienne. Donc, nous devons également déclarer ces dividendes en Colombie, mais il y a une élimination de cette imposition en Colombie via une déduction qui s'appelle descuento, donc qui est d'un montant égal au produit du montant brut des dividendes, du coup, par le taux de l'impôt applicable aux bénéfices qui ont servi au paiement de ces dividendes, donc augmenter un montant égal à l'impôt payé sur ces dividendes. Donc, voilà, on va maintenant voir les revenus immobiliers, qui est un point assez important parce que beaucoup de résidents colombiens ont des biens immobiliers en France. Donc, premièrement, il y a une nouvelle obligation en France depuis le 1er janvier 2023. Donc, l'ensemble des propriétaires, dont les entreprises, sont soumis à une obligation déclarative des biens immobiliers à usage d'habitation. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran de où il faut déclarer vos biens immobiliers. Donc, en 2023, l'État était assez tolérant sur la non-déclaration des biens immobiliers. En 2024, ça va être un peu moins souple. Donc, si vous avez des biens en France, je vous conseille de les déclarer via cette page. Donc, vous avez un bien en France, vous décidez de vendre votre bien et vous effectuez une plus-value. Donc, l'imposition de base, c'est 19% d'impôt sur le revenu forfaitaire, plus 7,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait à peu près une imposition à 36,2%, ce qui est assez élevé. Par contre, il y a des exonérations possibles. Donc, l'exonération est totale de l'impôt sur la plus-value s'il s'agit de votre résidence principale et que cette résidence principale est vendue le 31 décembre de l'année suivante, de l'année suivant votre déménagement en Colombie. Cela peut être de 150 000 euros si vous avez été domicilié dans cette résidence pour au moins 2 ans. Et si la vente intervient au plus tard, le 31 décembre, du coup, de la 10e année de transfert. Donc, cette résidence, du coup, que vous possédez en France sera exonérée également à 100% de la plus-value si vous la cédez après 22 ans de détention. Cela sera exonéré d'impôt sur le revenu et cela sera exonéré de prélèvements sociaux après 30 ans. Donc, cette exonération-là est progressive. Donc, il y a des abattements chaque année. Pour l'impôt sur le revenu, c'est 6% par année de la 5e à la 20e, puis 4% jusqu'à 22 ans, jusqu'à l'exonération totale. Et pour les prélèvements sociaux, c'est le même principe, avec 1,65% par année de la 5e à la 22e, puis 9% jusqu'à la 30e année. Et donc, si vous êtes exonéré de plus-value avec ces cas-là, vous n'avez aucune déclaration à faire. Sinon, vous devez remplir la case 3VZ de la déclaration 2042. Donc, vous avez... Excusez-moi, Oui. j'ai pas compris. Ouais, répétez parce que j'ai pas compris rapidement. Ok, donc vous détenez un bien en France, un appartement, une maison. Si il s'agissait de votre résidence principale, cette exonération sur un total, si vous la vendez le 31 décembre de l'année suivante votre transfert. Sinon, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 150 000 euros
ou si vous avez été résident pendant 2 ans en France et que la vente se fait au maximum le 31 décembre de la 10e année de transfert. Par contre, si du coup vous avez votre résidence principale en France, que vous décidez de la garder, euh, vous serez exonéré de plus-value après 22 ans de détention du bien. Vous serez exonéré d'impôt sur le revenu, donc les 19% après 22 ans, et des prélèvements sociaux, les 17,2% après 30 ans. Oui, mais ça va tellement. Là, oui, donc pour les appartements, c'est progressif. Euh, si vous, vous vendez votre bien après 7 ans de détention, vous aurez un abattement égal à 12%, parce que c'est 6% par année jusqu'à 22 ans. Et après, ce sera exonéré du coup, exonéré totalement. Et c'est le même principe pour les prélèvements sociaux. Si vous vendez votre bien après 7 ans, vous aurez droit à 3,5% de abattement sur vos prélèvements sociaux. Ça, c'est un peu en France. Ici, en Colombie, pas d'impôt. Ça concerne la France. Mais si vous avez votre bien en France, vous vendez en France, vous effectuez une plus-value en France, sera imposé en France. Qu'en France. Après, vous devez Après, on peut également, déclarer en Colombie. après, il faut Voilà. également le déclarer en Colombie. Déclaré, mais pas imposable en Colombie. Ah, ça dépend. Ça dépend. Ah, Ça dépend comment c'est qualifié en. Pardon, hein, je me Oui, permets vas-y. d'intervenir, mais Hein. je suis l'associé fondateur de Gorio Colombie et je suis aussi avocat fiscaliste. En Colombie, dans ce cas-là, il y a l'obligation de déclarer, donc ça peut qualifier comme une ganancia occasionnelle ou pas d'ailleurs. Et du coup, bah, il y a le taux forfaitaire de 15% qui s'applique. Et il faut voir si le taux effectif d'imposition en France permet de compenser à 100% le montant de l'impôt en Colombie. Donc, c'est un calcul à faire. il faut payer là-bas et ici. Potentiellement, oui. Après, ça dépend. Parce que si vous êtes par exemple, si vous êtes en exonération totale en France, la Colombie, ils vont dire, ah, va falloir payer 15% de ganancia occasionnelle. Ils vont pas laisser passer l'opportunité. En revanche, si vous êtes sur un taux là, 36,2% en France, bah là, la Colombie n'aura pas vocation à imposer quoi que ce soit parce que les gens en France auraient été bien imposés. Et d'ailleurs, il y aura une limitation du pays d'impôt. Enfin, on ne pourra pas avoir un crédit d'impôt de l'excédent qui aurait été payé en France au Colombie. Toujours limité aux 15% de la ganancia occasionnelle. Si à l'époque de la vente, on est résident en France, on peut payer la ganancia en Colombie, pas. Si vous êtes résident fiscal en France, exclusivement en France, et pas de résidence fiscale, et si il s'agit Oui, oui, référence. parce qu'il y a toujours, si vous déterminez que votre pays de résidence fiscale est en France et qu'il s'agit d'un bien immobilier 6 en France, la Colombie n'a absolument pas vocation à vous imposer sur une plus-value potentielle générée en France. Et la problématique, elle se pose que si vous êtes résident fiscal en Colombie et que vous avez une plus-value potentielle ou latente sur une opération immobilière en France. Oui, j'ai vu dans de vos premières slides qu'on considère comme une condition pour être résident fiscal en Colombie, ce n'est pas être résident fiscal dans un autre pays. Je crois qu'on va faire un choix qui est gay, parce que par expérience, on a toujours le cas en réunion de ressortissants français ou même colombiens qui ont du mal à intégrer le principe de résidence fiscale et justement l'avantage de la convention. Et je pense que même si Tanguy a fait une très belle définition sur la question, ce qu'il faut avoir clair, c'est que la convention, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de trancher le conflit de double résidence fiscale. Parce qu'on peut être à la fois résident fiscal en France et en Colombie, hors convention, mais la convention permet de dire, OK, je suis résident soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc à partir du même moment où là, cette présentation elle a vocation en fait, à régler les problématiques quand on est résident fiscal en Colombie et on a appliqué la convention et qu'on a des intérêts économiques en France qui sont potentiellement imposables en France. Si c'est vraiment purement à terme, vous êtes résident fiscal en France et vous avez des revenus de source française, la convention ne s'applique même pas du tout. Donc, et principalement dans la majorité des cas, ça va être
des personnes qui ont des intérêts immobiliers. Vous avez toujours la première question qui va venir en France et qui sont résidents fiscaux en Colombie ou qui perçoivent des dividendes, des intérêts et pas beaucoup plus en réalité. On est des personnes physiques, on n'a pas vocation à avoir beaucoup plus de revenus sur ce process ou la retraite aussi. La retraite. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, non, ma question c'était si dans un moment, je déménage en France, mais je continue à avoir des intérêts économiques en Colombie, mais je suis résident fiscal en France. Et là, il faut prendre la règle de conflit, en fait. Donc, en fait, parce que vous êtes, le droit fiscal colombien peut considérer, effectivement, vu que vous êtes colombien, vous avez la nationalité colombienne, que plus de 50% de vos actifs sont situés en Colombie. Le droit fiscal français va dire, OK, vous avez votre foyer d'habitation permanent, vous avez votre centre d'intérêt économique et vitaux qui est situé en France, donc les droits nationaux vous vont considérer comme résidents fiscaux. Oui. On prend la règle de conflit, on dit, où est-ce qu'est situé votre foyer d'habitation permanent? Ah, je vis avec ma femme, mes enfants à Paris, dans mon appartement. J'avais un appartement à Bogota, mais je l'ai mis en location, j'y ai pas accès. Dans ce cas-là, résident fiscal en France. Mais parfois, il peut arriver, j'ai 2 appartements, je peux y accéder dans les deux, que ce soit à Bogota, à Paris. Ah, qu'est-ce que je prends donc? Je reprends l'autre règle de conflit, c'est mon centre d'intérêt économique et vitaux. Intérêt économique et vitaux, c'est pas forcément économique, c'est aussi vitaux, ça dépend où est-ce qu'est scolarisé votre enfant, s'il étudie. Enfin, il y a plein de critères à prendre en compte. Et après, si c'est pas applicable, on prend le lieu de résidence habituelle. Où est-ce que vous passez plus de temps? Si vous passez plus de 190 jours en France et 30 jours en Colombie, clairement, ça sera la France, vous serez considéré comme résident fiscal français. La première règle, elle n'est pas sur le timing des 183 jours plus un jour en Colombie. En Colombie, en tant que Français, si, pour que le droit Ok. fiscal colombien vous appréhende comme c'est aussi une règle bête et méchante, c'est 183 jours sur les 12 mois précédents. Enfin, 184 jours. Ouais. Mais pour un Colombien, c'est différent. Et pour un Colombien, il y a cette règle des actifs colombiens, enfin, quand ça représente plus de 50% des sources de revenus. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte quand on veut se naturaliser colombien. Enfin, ou pas d'ailleurs. Je reviens sur la question de monsieur, sur la vente d'une résidence française. Ici, on pourrait être imposé éventuellement sur la plus-value perçue ou sur une arrivée d'argent sur un compte au 31 décembre. Le montant de la vente. Exactement. Ce que je veux dire par là, c'est si la plus-value a déjà été imposée en France au moment de la vente, Oui. au moment de la déclaration, forcément on la déclare ici. Oui, l'année suivante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de déclarer une vente immobilière, on est obligé de déclarer un apport, une rentrée d'argent, ce qui est différent. Ah non, vous déclarez le montant de la plus-value. Mais du coup, c'est l'année suivante l'opération. Donc ça serait août, enfin, en fonction de la date qui vous appartient en Colombie, août ou en septembre, et vous le déclarez. Pourquoi d'ailleurs comme une ganancier occasionnelle? C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui n'est pas régulier, c'est pas une plus-value professionnelle, généralement, ça va rentrer dans le cadre d'une ganancier occasionnelle. Et là, vous mettez simplement le montant de la plus-value Et là, on sur est la en déclaration d'impôt ici en Colombie, et avec la possibilité, il y a une petite case en dessous sur la déclaration de renta en Colombie qui permet de mettre le crédit d'impôt payé en France. Et en règle générale, ça va arriver sur zéro, quoi. Ça va permettre de compenser totalement. Sauf si exonération totale, c'est partiel. Excuse-moi. On fera une séance de questions-réponses. Il y a également, du coup, si vous avez un bien immobilier en France que vous souhaitez mettre en location non meublée, cela sera imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Donc, il y a 2 revenus, le microfoncier ou le régime réel. Donc, vous avez un appartement en France, vous le mettez en location non meublée. Donc, si vos revenus fonciers sont inférieurs à 15 000 euros, la déclaration se fait sur la déclaration 42 case 4 BE. Vous avez juste à rentrer, si c'est inférieur à 15 000 euros, à rentrer vos revenus locatifs et un abattement de 30% au titre des charges sera calculé automatiquement. L'abattement, c'est quoi? C'est 30% de vos revenus fonciers. La base d'imposition, c'est le total des revenus locatifs, C'est ça. moins 30%. Donc, 70% des revenus. C'est ça. Exactement ça. Mais si donc il y a ce régime microfoncier
foncier, mais il y a également le régime réel, c'est quand on perçoit des revenus du coup, supérieurs à 15 000 euros. Donc, il y a dans ce cas-là la déduction des charges réelles. C'est plus l'abattement de 30%, mais on peut déduire les charges réelles. On effectue le calcul du résultat des bénéfices ou des déficits sur la déclaration 2044 et sur la 2042. On renseigne sur la case 4BA ou 4BC les bénéfices ou le déficit que vous voyez en dessous. Donc ça, c'est quand les revenus de la location non meublés sont supérieurs à 15 000 euros. Mais même si on a des revenus inférieurs à 15 000 euros, on peut opter pour le régime réel pour la déduction des charges réelles si on estime que nos frais sont supérieurs à l'abattement de 30%. On peut opter pour le régime réel pour déduire plus et du coup pour être moins imposé. Par contre, cette option est irrévocable pendant 3 ans. Donc, comme on l'a vu au tout début, il y a l'option pour taux moyen d'imposition. Donc, on prend les revenus globaux pour déclarer, pour déterminer le taux d'imposition qui sera appliqué aux revenus de source française. Et la troisième chose, entre le taux moyen et le taux marginal. Donc, c'est la modalité d'imposition la plus favorable qui sera appliquée à votre imposition. Donc, la seconde partie, c'est quand vous mettez votre bien en location meublée. Donc, il y a quelques prérogatives. Donc, il y a l'illettré avec votre couverture, vos volets, rideaux de chambre et des plaques de cuisson. Donc, cela est imposé dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'on a une location meublée. Il y a deux organisations meublées professionnelles et non professionnelles. Donc la professionnelle, c'est quand on a des revenus supérieurs à 23 000 euros ou qui dépassent les revenus d'activité salariale. Donc là, on sera dans la location de meublé professionnelle à faire dans 2042 C Pro. Donc vous serez en régime micro-entreprise si vos revenus se situent entre 23 000 et 77 700 et au régime réel si vos revenus sont supérieurs à 70 700. Donc, le régime de la micro-entreprise, vous avez un abattement de 50% des charges et régime réel, vous avez une déduction du coût des charges réelles, comme on l'a vu pour le micro-foncier, pour la location non meublée. Donc, et vous avez également la location meublée non professionnelle, donc c'est un peu l'inverse de la location meublée professionnelle. C'est quand les revenus sont inférieurs à 23 000 euros ou que les revenus locatifs sont inférieurs aux revenus professionnels du foyer fiscal. Donc, cela, déclaration de 42, c'est pro. Donc, comme pour la location de meublé professionnel, régime micro-entreprise, si revenu inférieur à 77 000, avec abattement de 30% et régime réel, si revenu supérieur à 77 000 et déduction des charges réelles. Donc, si vous avez une SCI, donc il y a une déclaration de 2072 à faire, effectuée soit par le propriétaire ou par son comptable. Il faut reporter sa quote-part des bénéfices ou des déficits sur la déclaration, sur la case 4B. Donc, il y a également la. Oui, J'ai une autre question. oui, Pour tous ces sujets, il y a toujours des travailleurs sociaux. oui. Ça ne va pas changer. Ça risque Pas d'augmenter. de soir. Ça risque d'augmenter. Pas ça. La CSG, ouais. Échappe pas trop. Ensuite, si on est assujetti à la fortune immobilière, donc c'est un patrimoine net supérieur à 1,3 million avec la déduction de l'ensemble des dettes du foyer fiscal. Donc, c'est pas de patrimoine net, c'est le patrimoine détenu en France et les actions détenues en France ou non. Donc, les biens imposables sont les biens, les immeubles bâtis, non bâtis, les droits réels et les parts de société. Donc, si vous êtes imposé à la fortune immobilière en France, il y a donc 42 IFICA si on déclare d'autres revenus.
et si pas de déclaration de revenus, déclaration de 2042 IFICA accompagnée d'une autre déclaration du 1042 IFI. COV. Vous trouvez les deux ici. Ensuite, le dernier point, c'est les successions et les donations. Sur ce dernier point antérieur, en Colombie aussi, il y a un niveau à partir duquel on est imposable sur le patrimoine. Qu'est-ce qui se passe si est-ce qu'on va payer dans les deux pays? Est-ce que ces deux taux sont à peu près similaires? Si vous êtes imposable à la fortune immobilière en France, l'impôt payé en France donnera lieu à un crédit d'impôt en Colombie correspondant à l'impôt français payé. Après, si l'imposition en Colombie est plus forte qu'en France, il y aura un delta à régler. Je pense que c'est un peu plus bas en Colombie. Oui. Il est de 600, 700 millions. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en Colombie, c'est pas que sur l'immobilier, quoi. C'est tout le patrimoine. On est là en France, maintenant, c'est vraiment sur l'immobilier. Et donc, pour les successions et les donations, bon, la donation internationale, donc l'aspect fiscal. Donc, je vous ai mis une définition là, juste en dessous. Et si on est non résident et qu'on reçoit une donation d'un résident fiscal en France, l'imposition sera faite en France. Si on est non résident et qu'on reçoit une donation d'un également résident, ou si le domicile fiscal est hors de France au jour de la donation ou pendant 6 ans au cours des 10 dernières années, cela sera imposable en France pour les biens français. Par contre, si le domicile fiscal est en France au jour de la donation ou pendant 6 ans au cours des 10 dernières années, cela est donc imposition en France pour les biens français, mais également pour les biens étrangers. Et s'il y a une donation, il y a aussi une déclaration et une imposition en Colombie, si on est résident fiscal colombien. Oui, il y a Donation en France, résident fiscal colombien. une déclaration à faire en Colombie. Alors, il y a, mais est-ce qu'on est imposé? Je crois que oui. Si, du coup, si vous payez l'impôt, ça donnera lieu à un crédit aussi marrant pour la donation en Colombie. Ça dépend ce que vous donnez, en fait. Ça dépend de Qu'est-ce que vous... Non, j'étais dans le cas où on reçoit. Généralement, ça va être sur l'immobilier, justement. J'étais dans le cas où on reçoit justement une donation mis en France, mais déclarée ici, puisqu'il y a il y a un Pas forcément. Il y a beaucoup de cas de donation d'usufruit, par exemple. Typiquement, Voilà. donation de la- Mais on a l'impression que c'est pas toujours bien reconnu, ça, en Colombie. Et aujourd'hui, il y a une déclaration qui doit être faite. Il y a des impôts qui sont payés ici, alors qu'il y a exonération Il y a un débat. d'impôts de son vivant. En fait, il y a un débat sur la question. Il faudrait le savoir. J'ai payé. Parce que la convention, il y a des conventions qui précisément disposent des règles très claires en matière de succession et de donation internationale. Là, c'est pas le cas. Là, c'est la convention standard de l'OCDE. Mais il y a un article dans la convention sur les plus-values, qui est l'article 13, je crois. Oui. Et grosso modo, si on suit les commentaires de l'OCDE, dans les plus-values doivent rentrer toute forme de cession, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit. Donc, typiquement, il y a sur de l'immobilier, si vous recevez, même en tant que résident fiscal colombien, un bien ou des parts sociales d'une SCI avec des biens immobiliers en France, on pourrait considérer que les droits de donation sont exclusivement imposables en France et pas en Colombie. Mais la DIAN a du mal à prendre cette interprétation. Il y a eu des conceptos, pas sur la France, mais vis-à-vis de l'Espagne, qui tend à ratifier cette interprétation-là, mais on est sur un terrain où là, la sécurité juridique en Colombie c'est une garantie sur cette question. Et si c'est une donation en argent et non pas une SCI ou en immobilier, En argent, alors, de son vivant, ce qu'on peut parce voir. que, après, ça dépend du donateur. Si le donateur est résident fiscal en France, Oui,
le cas? Oui, donc Enfin, en général, les parents de leur vivant, à hauteur de l'abattement, voilà, de leur vêtement, on est dans les... pareil, c'est transposable aussi. Et l'article 13 peut faire foi, et une fois que c'est payé, on peut revenir en arrière ou non? Une fois que c'est déclaré et payé en Colombie, vis-à-vis de la diam, on peut essayer de ramer pour essayer de... Aussi, ouais. Ouais, mais non, oui, ça pourrait se tenter. Oui, mais c'est intéressant de Quelqu'un savoir. qui était imposé parce qu'il avait bénéficié de l'abattement en France et donc imposable en Colombie. Exact. Enfin, c'est-à-dire que la Diane, eux, qu'est-ce qu'ils considéraient? Il y a un autre, il y a un article, le dernier article dans la Convention, il disait autre imposition. C'est-à-dire qu'il y a ils ont mis, et donc ils considéraient que du coup c'était imposable dans les deux pays. C'était ça le critère majoritaire. Mais là, dernièrement, enfin, et encore une fois, euh, je pense qu'ils ont du mal, enfin, c'est pas unanime comme interprétation, parce que j'ai vu simplement un concept sur une application vis-à-vis de l'Espagne et qui favorisait la Colombie dans cet exemple-là. Parce que c'était le cas de figure d'un résident fiscal colombien qui avait reçu une donation, non, qui avait donné, le résident fiscal colombien qui avait fait une donation, non, c'était dans le cadre d'une succession, pardon. Il avait reçu une succession d'un résident fiscal mexicain et, euh, et du coup, la Diane avait considéré. Non, c'était l'inverse. C'était l'inverse, et du coup, celui qui était décédé, qui était résident fiscal en Colombie, qui avait l'héritier, c'était un résident fiscal au Mexique. Il y a une convention entre le Mexique et la Colombie. Et du coup, effectivement, le concept, c'était que les droits de succession étaient imposables en Colombie. Voilà. Dans le sens inverse, il n'y a pas d'interprétation. Mais après, si on est bien, on suit scrupuleusement les règles, normalement, ça devrait être, l'interprétation va être réciproque. Ok, c'est bon à savoir. Et donc, si on a été imposé à un endroit, on a peu de chances de se faire réimposer ailleurs. C'est l'avantage de la convention. D'accord. Alors avant 2022, là, pour le coup, c'était. Ah oui, on pouvait être imposé. Ouais. On paye la différence. Il n'y avait pas de convention, donc du coup, là, enfin, toute donation venant de France était à vocation à être imposable en Colombie, avec la possibilité, malgré tout, de se peut valoir d'un crédit d'impôt sur ce qui a été payé en France, sur les biens, sur ce français. Sauf s'il y a un delta dans le fond. Ce S'il y a un delta dans le fond, qu'il y a, c'est qu'en général, qu'est-ce qui se passe en France? Les gens profitent de l'abattement. Voilà. Donc, en général, on n'est pas imposable en On n'est France. pas imposable, on Hors devrait pas. convention, on était toujours imposable au niveau de l'impuesto, Là, c'est le cas. Aujourd'hui, les cas sont, enfin, à part se battre avec la Diane, mais c'est le cas, ils nous imposent ici. Même si on a été exonéré d'impôts sur une donation en France. Et ça ne me surprend pas. Parce que c'est hors, comme vous avez dit tout à l'heure, revenu extra ou un truc comme ça. Et voilà. Et donc, comme ils voient une arrivée d'argent au 31 décembre, donc, il faut Ça, s'enlever c'est déterminé dans votre déclaration d'impôt, parce que je vois pas comment eux peuvent vous faire, c'est à vous de volontairement déclarer ou pas. bah, si, quand il y a une rentrée d'argent, il faut Non, parce que si tu spécifier. ne déclares pas le patrimoine, il te tombe dessus aussi, quoi. Ah oui, oui. Enfin, après, c'est un risque à prendre, mais je vois pas comment ils peuvent vous forcer à. Alors, s'il y a une rentrée d'argent sur un compte, donc comme il y a une déclaration des comptes, ils voient une augmentation, ou alors il faut le sortir le 31 décembre. Sur la déclaration, c'est quelque chose de volontaire. Après, vous pouvez poser des questions, vous êtes. Ouais, Vous êtes Ouais, mais bon. à la loi, en tout cas, si on vous pose une question, justement. Mhm. Tu veux sur une question. Donc là, après, je t'avais mis juste les taux et ça, bêtement. J'ai fait aussi un peu sur la succession internationale. Donc, à peu près les mêmes conditions que les donations et les mêmes taux imposition et prendre des abattements qui changent un petit peu par rapport aux donations. Et ensuite, voilà, pour bénéficier du crédit d'impôt, si votre imposition est faite en Colombie, pour bénéficier du crédit d'impôt en France, vous devez euh, effectuer la déclaration 2047 en cadre 6 ou 7. Donc, selon donc, vos revenus. Et ensuite, le dernier point. Enfin, ça, c'était dans le cas où on est en France et on demande justement au fisc français C'est bon. de déduire les impôts déjà payés en Colombie. C'est bien ça. Et ensuite,
le dernier, c'est pour le bénéfice des entreprises. Donc, les bénéfices des entreprises d'un État contractant sont que dans cette étape. Mais si l'entreprise exerce son activité dans l'autre État, contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est situé, donc les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Donc j'ai une entreprise en France qui a un établissement stable en Colombie. Les résultats de cet établissement stable sont imposés en Colombie. Si vous avez des questions, des sujets à aborder. Ouais, j'ai une question là-dessus. C'est, bon, moi, je suis français, résident en Colombie. Par contre, j'ai des sources de revenus françaises, mais j'ai aussi des sources de revenus mexicaines et américaines, etc. Ça, c'est imposable où? C'est en France, c'est en Colombie. En France, que sur les... Même si j'ai pas de revenus, par exemple, en Colombie, j'ai peu de revenus en comparaison de. En Colombie, vous êtes astreint à déclarer vos revenus de source mondiale. En France, en tant que non-résident, simplement revenus de source française. Donc, tout ça, après, si vous percevez des revenus de source mexicaine, américaine, ici. Ok. Vous pouvez prendre... Et on est imposé sur ces revenus mondiaux. Exactement. Et vous pouvez prendre tout revenu en France. Ça, c'est que je pense. Et vous pouvez prendre tous ces revenus mondiaux en France pour déterminer le taux moyen d'imposition de source française. Et dans ces cas-là, je me permets, il faut calculer où c'est plus intéressant de déclarer. On le déclare obligatoirement en Colombie, mais on peut aussi le déclarer en France, parce qu'on est français. Non? Non. Ok. Justement, à partir du moment où il y a résidence fiscale. Peut-être résidence fiscale en Colombie. Tout est fait ici. Tout doit se faire ici. C'est simple. Je suis résident plus de 183 jours fiscal ici. en Colombie, donc ça, c'est assez clair. Je suis résident fiscal ici. Oui, Non, pardon. Il y a juste un point, ça dit limitation prévue à la législation interne. Est-ce qu'il y a des gros points noirs à tenir en compte? Parce que ça laisse un peu place à. Sur quel type d'un... Non, ça disait, par rapport à la convention, il y a un point qui dit exception, limitation prévue à la législation interne. Donc, en gros, moi, quand je lis ça, ça me dit en gros, il y a une convention, mais il peut y avoir des exceptions si chaque pays décide de faire des exceptions. Je sais pas si dans quel contexte c'est quel article, vous savez? Non, je ne sais plus, mais j'avais retenu ça avec. Parce qu'en règle générale, la convention va toujours. Pas dessus. Sauf les États-Unis, alors là, c'est toujours quelque chose de particulier au niveau des États-Unis. Elle va toujours prévaloir sur le droit national, soit colombien ou français dans ce cas-là. C'est-à-dire que s'il y a une contradiction, ça va être toujours le taux conventionnel, le taux de retenue à la source conventionnelle qui est inférieur au droit national. Bon, en règle générale, c'est comme ça, qui va être retenu. Et même, précisément sur l'exemple des dividendes, si vous percevez des dividendes français en tant que personne physique, j'ai des actions, je sais pas moi, portefeuille boursier sur Total, vous percevez des dividendes. La convention prévoit dans ce cas-là un taux à 15%, non, pas 5%, mais c'est 15 ou 20, à 20%. Mais vu que le droit français prévoit 12,8% de la flat tax, le droit français est plus favorable que le taux conventionnel, on retient dans ce cas-là le taux de droit français, juste dans le cas où c'est plus favorable que le taux conventionnel. J'avais retenu donc la double imposition normalement n'a pas lieu. Dans les cas où elle a lieu, donc on peut toujours donc déduire ce qu'on aura payé dans le pays de résidence. Ouais, c'est ça que je retiens. Dans la limite de l'impôt résultant dans le pays, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, des 12,8% de flat tax. Il y a 12,8% de flat tax en France. Ici, on va dire que ça va être à
15% par exemple. Et ben, vous allez payer la différence de 2,2. Mais par contre, si vous aviez 20% en France et c'était 15% en Colombie, vous pouvez simplement imputer les 15%. Oui, on peut faire Vous avez jamais un crédit, ce qui a été payé dans ce pays. demander un remboursement de crédit d'impôt français en Colombie ou au Brésil. C'est toujours limité. J'ai certaines personnes, j'ai l'impression qu'elles sont un peu en sous-marin. Oh, il y en a beaucoup, je dois dire. Plus toute leur vie recevoir des revenus en France parce que elles étaient employées de l'État français, mais elles ont depuis longtemps vécu ici. Et c'est des gens qui sont maintenant à la retraite, qui reçoivent 100% de leurs revenus en France toujours, et qui en fait ont continué à déclarer en France, mais ces gens-là devraient plutôt déclarer en Colombie. Alors, fonction publique ou fonction... sur le public, il y a une distinction. Sur la fonction publique, même sur de la retraite, typiquement, ça reste imposable en France, même en étant résident fiscal. Sur le privé, c'est différent. D'accord. Ok. Donc ces gens-là seraient bien. Oui. Après, il y a des gens qui sont on a eu le cas pas plus tard que la semaine dernière, qui ne savent pas, qui payaient des impôts en France sur une retraite privée, qui ne savent pas qu'il y a une exonération pour le résident fiscal qui ne doivent plus payer en France. Oui, voilà. Ça, il y a des gens qui ne Et savent il y a, pas ça. il y a aussi des trucs de cotisation sociale Il y a plus rien dans ce cas-là. où on n'a plus besoin de payer, on est d'accord? D'accord. En Colombie. Et après, Colombie, sur les retraites, il y a une niche. Il n'y a pas d'impôt non plus. Pas dans la limite de 45 millions mensuels. Donc c'est... On n'est pas imposable. Enfin, je veux dire, ici, c'est un peu l'Eldorado, le nouvel Eldorado pour des retraités qui ont une bonne retraite de source privée française de venir ici en Colombie parce qu'il n'y a pas d'impôt. C'est 40. Ouais, 45 millions. Mais je sais pas. C'est 45 millions par l'année. Non. Ah, mensuel, ouais. Ah. Alors, première question d'Andrea. Bonjour, par rapport au nombre de jours passés dans chaque pays, comment est-ce que cela est contrôlé par le fisc pour une personne franco-colombienne? La douane. C'est C'est migration. La migration. Je ne saurais pas dire s'ils ont accès à la base de données si la DIAN a accès à la base de données de Migrations, probablement. Probablement, parce que moi j'ai beaucoup de clients qui suivent scrupuleusement un fichier Excel pour ne pas dépasser la limite. Donc je pense qu'ils doivent avoir accès aux bases de données. Ils le voient directement à l'aéroport et notamment sur des impôts non payés. Ils voient que vous êtes hors du timing et du coup, vous ne montez pas dans l'avion. Avant de payer les impôts, Ah ouais. Et c'est de l'ordre du déclaratif en France, en tout cas. Et s'il y a un désaccord, eh ben, ils vont aller regarder votre passeport et les réponses sur le passeport, etc. Dans mes cas, ça m'était arrivé. La première année, la Colombie ne m'avait pas considéré comme résident fiscal. Alors que j'avais passé plus de 183 jours, donc j'avais dû prendre mon passeport, faire toutes les entrées et les sorties. Et j'avais dû demander un document à migration qui listait ça, parce que moi j'avais fait mon Excel, mais à la fin ça n'avait pas suffi. Et il m'avait envoyé toutes les entrées et les sorties. Je suis allé à la DIAN dans le centre avec le document et ils m'ont dit OK, finalement vous êtes résident, donc rétroactivement, on va vous remettre comme résident fiscal et non pas comme étranger. Et j'avais dû faire les démarches, c'était en 2017. Je ne sais pas si maintenant c'est automatique. Le document entrée-sortie du territoire, ils le font payer pour le visa maintenant. Ah oui, oui. Bah, peut-être qu'à l'époque, j'avais dû payer aussi pour l'avoir. Bon. Ils ne peuvent pas l'envoyer par mail. Peut-être que j'avais dû le payer aussi à l'époque. Ma femme l'a su par mail parce qu'elle compte. Ah oui. Et on a également une deuxième question de Nathalie. En tant qu'expatrié, peut-on souscrire à une assurance vie ou compte titre en France comme non-résident après départ en Colombie? Non. L'assurance vie, non, il faut être résident français. Et compte titre, aucune idée. Compte titre, oui. Compte titre, oui, parce que c'est de la... oui, il y a pas... Une question concernant le planning. Comment ça se fait? Parce qu'en France, on doit déclarer le 23 mai, mais en Colombie, les impôts, c'est plus tard dans l'année. Du coup, comment se fait les récupérations des impôts crédits? Normalement, après, c'est soit vous pouvez le faire très, 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 très tôt, vraiment dans les flux, en France ou en Colombie. Sinon, si vous l'avez déjà fait, sinon, si vous pouvez faire votre déclaration d'impôt en France, vous avez payé de l'impôt en France, mais vous devez également
le déclarer en Colombie. Comme la Colombie, c'est plus tard, vous pouvez imputer ce crédit d'impôt. Si je crois qu'on peut le reporter sur l'issue vente pour en bénéficier. Merci. Vu que la Colombie, c'est plus tard que la France, parce que c'est contemporain quand même. Enfin, de moyen terme, c'est énorme. Ouais, il y a un échange d'informations entre les services d'impôts colombiens et les services d'impôts français pour déduire le crédit. Sinon, vous pouvez très bien faire une déclaration rectificative en France, on peut faire jusqu'au 30 jours à peu près. Donc, si, il y a toujours une solution. Merci. Une question, donc l'échange d'informations entre les fiscs donc français et colombiens commence à partir, je ne sais pas comment ça fonctionne, à partir du 1er janvier 2023, donc il y a des échanges où c'est rétroactif. Non, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne déjà. Depuis longtemps. Et plutôt pas mal d'ailleurs. Très bien. Ouais. C'est pas pour moi. Pas notamment Ils sur savent les tout, ouais. bancaires, Ils savent tout. Enfin, ça dépend. Alors, après, qu'est-ce qui peut se passer en pratique? C'est que la banque en France, l'établissement bancaire en France, si vous avez un compte en France, n'est pas forcément au courant que vous êtes non résident. Auquel cas, là, il peut y avoir toujours un... Non, mais si l'État colombien par contre, interroge les banques françaises, elles vont donner les informations. oui, mais la banque, elle va pas le transmettre si elle vous considère sa base de données comme résident. Ah oui? Et en fait, ça dépend du nombre de mouvements sur le compte bancaire français. S'il y a beaucoup de mouvements vers la Colombie, automatiquement, ils ne vont même pas vous prévenir. Ils vont vous considérer comme résident fiscal en France. Il le voit bien. Ouais. Moi, j'avais oublié un compte où j'avais rien dessus, genre ING ou je ne sais plus quoi à l'époque, et ils m'ont dit, ah, bah, vous avez oublié de déclarer ce compte, merci de le déclarer. Et ça fait combien de temps? L'année dernière? Non. Avant le Covid. Avant le Covid. Avant qu'ING ferme en France, donc j'étais au moins 2, 3, 4 ans. Et je crois que normalement, on peut avoir une pénalité du montant non déclaré. 15%. Oui, dans mon cas. Ça, c'est à 15%. 15%. Ah là, c'était quoi? C'était 5 euros sur le Même, je crois qu'à la fin, mon comptable m'a dit que non, il n'y avait rien à payer, mais de toute façon, il n'y avait rien à déclarer. Enfin, il y avait le compte à déclarer, il savait le montant aussi. Hein. La banque, la Diane savait que vous n'avez pas déclaré le compte ING ou je ne sais plus quoi, 00, de tel montant. Et vous confirmez si ou non? Oui, je confirme. Enfin, je me permets de la petite histoire parce que, bon, ça fait assez longtemps que je suis là, mais et on a vu passer des amis, et notamment un qui n'avait pas déclaré un compte. Il avait déclaré pas mal de comptes et il n'avait pas déclaré un compte, une assurance vie avec, je pense, une forte somme. Et il a dû payer 15% de cette valeur. Ça lui a fait mal. Et sinon, il ne remontait pas dans l'avion. C'est pour ça que je sais qu'ils savent. Ah ouais? C'était... Donc, franchement, le comptable a dit que j'étais de bonne foi. Et... Oui, mais pour 100 euros, ils ne vont pas se battre. Mais là, je crois qu'ils avaient intérêt. Oui, mais pour vous dire que vaut mieux déclarer tout, en l'occurrence, je ne sais pas ce que vous me conseillez, mais même ceux des enfants mineurs qui sont sous notre responsabilité, c'est déclaré, il n'y a pas d'impôt dessus. Alors que si on ne déclare pas et on joue, et ben là, hélas, non, mais parce que sur la déclaration d'actifs à l'étranger ici, là, ça fait très très mal. Ouais. Quand on parle de 0,5% par mois de retard dans la déclaration sur le montant total des actifs, on ne prend même pas en compte à l'étranger. Donc tout de suite, ça peut vous massacrer. Donc mieux vaut déclarer effectivement en tout, parce que ça, de toute façon, après, parce que il y a enfin, en plus, on peut faire une correction sur la déclaration d'actifs à l'étranger sans avoir de sanction. C'est ça que j'ai dû faire. Voilà. Ouais, là, Mieux vaut toujours déclarer. Il s'était fait rattraper par la police, à mon avis. Il faudrait que si on ne déclare pas, là, on se fait manger les sous. Et sur les biens, les maisons, ils ont moins de visibilité. On va dire. Not a financial advice, mais... Et j'ai l'impression que la banque farm, ça passe direct dans le système. Mais que un bien immobilier, c'est plus difficile pour eux. Ça dépend si c'est détenu via une SCI ou pas une SCI. Question, parce qu'à partir du moment où c'est détenu via une SCI, c'est quand même c'est quand même très visible. Et on a du coup normalement l'obligation. Et puis normalement, on est obligé de déclarer de toute façon cet actif à l'étranger, que ce soit détenu via une SCI ou pas. Sur les revenus fonciers, vous dites? Non. Ouais. Sur le capital. Sur l'immobilier. Sur l'immobilier.
qu'est-ce que ça change au niveau actif de déclarer ou pas? Ici en Colombie, bon, forcément, on gonfle l'actif, mais il n'y a pas d'imposition sur ça. Donc, Oui, c'est pareil aux 3 000 millions. ah, Oui, parce que ok. ça leur permet Oui, un peu sur la fortune parce que- et aussi de voir des variations anormales. Là, ils ont un calcul qui est tout simple. S'ils voient un actif qui augmente Bien sûr. très vite par rapport au montant des revenus, automatiquement, ils vont vous dire mais comment vous justifiez ça? Si on ne va pas déclarer la maison ou l'appartement et qu'on le vend, Oui, ouais. d'où vient cet argent? Cas typique figure, des gens, ça m'est arrivé 3 fois en pratique. Alors là, c'est bien complexe parce qu'en plus, il y a une problématique en termes de contrôle d'échange. En plus, indépendamment de l'aspect fiscal. C'est-à-dire qu'en tant que résident fiscal, on est aussi résidente cambiario. Mhm. Et non, théoriquement, si demain vous prenez une participation en tant que résident fiscal dans une société française SCI ou pas, ce montant-là, enfin cette participation-là, on est obligé de la déclarer à la banque centrale. Et ça doit être canalisé par une banque colombienne, l'apport en numéraire typiquement, par une banque colombienne. Il y a plein de gens qui ne le savent pas, il y a plein de gens qui ne le font pas, et c'est d'autres sanctions aussi en termes, en termes de contrôle d'échange. Quand vous dites une entreprise française. Non, vous, en tant Ah, que résident, ok. demain vous voulez créer une SCI en France. Ouais. Vous allez mettre un petit capital, je sais pas, 1 000 euros. Et avec cette CI-là, elle va acheter un bien, elle va s'endetter, par exemple, pour acheter un bien immobilier. Bah, normalement, ces 1 000 euros-là, vous êtes obligé de les payer, enfin, d'une part, de les payer depuis votre compte bancaire colombien, monétiser les euros via des comptes en pesos colombiens, sauf si vous avez une cuenta de compensation, et de l'envoyer sur le compte bancaire de la SCI et déclarer ça à la Banque centrale. Qui le fait? La majorité des gens ne le font pas. Parce qu'ils ont des comptes en France, ils payent directement l'apport en numéro en France, ils ne le déclarent pas, et du coup, il y a 2 infractions. Enfin, il y a une infraction qui est Cambiaria et qui peut coûter très cher. Ce serait le même principe pour une holding créée en France, avec des dividendes perçus d'une société colombienne. On double l'imposition, ou alors on devrait déclarer quel est le montant de l'impôt de la holding. Vous avez une holding en France Ouais. qui est déjà créée. Qui est créée ou qui sera créée, on déclare, tout est déclaré, mais il y a petit à petit, la holding pourrait racheter des parts d'une société colombienne. Du coup, il y a des dividendes qui peuvent passer de Colombie à France. Est-ce qu'on est imposé et en Colombie par l'impôt sur le dividende? Ou alors, ça serait une société colombienne distributrice à la holding. Alors après, là, il y a plusieurs points. Imaginons, on est inversionnistas, on met des parts, on est actionnaire de plusieurs entreprises. À la fin, il y a des dividendes qui sortent. Il le sort soit en nom propre, soit on le met sous une holding. Si la holding est créée en France, elle est imposée en France, je crois que c'est 5% d'impôt. Mais dans ces cas-là, quand ça sort, est-ce qu'il y a une imposition en Colombie et une imposition en France? Alors là, il fait l'article 13 où c'est un peu flou. Là, il y a un régime, et là, c'est peut-être pour ça que ça rebondit sur votre question. Ça peut être effectivement une exception où le droit national peut un peu prévaloir sur la convention et sur le régime des renta passiva, de rente passive. Donc, une holding, si ça rentre dans les flux, en règle générale, c'est quand même une holding française détenue à 100% par un résident fiscal colombien, même si vous ne distribuez pas de dividendes, à titre personnel, peut être imposable, ça va être assimilé personnellement dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. À la personne. À la personne ici. Et si elle n'est pas 100% vous avez dit 100% personnel, s'il y a plusieurs personnes non résidents colombiens? Là, il faudrait voir si par le pourcentage pour déclencher ça. Et généralement, c'est au moins 50% des droits de vote. Okay. Je crois, sur les entités contrôlées de l'extérieur. Je vais avoir 3 autres questions. Je suis désolé, j'en profite, mais par rapport au tout ce qui est cambiario, enfin change, donc normalement, oui, on est censé passer par Banco de la República, faire une déclaration, etc. On ne l'a pas toujours fait, surtout ceux qui sont arrivés il y a plus de 10 ans, ou à l'époque, on ne le faisait pas forcément. Enfin, je sais pas. Mais vous dites que donc, quand on ressort l'argent du pays, on est obligé aussi de faire des déclarations, de passer par là. Et par exemple, si on fait un investissement, on va dire en France, mais qu'on a déjà de l'argent en France, qu'on a déclaré, voilà, bien à l'étranger. Enfin, là, il n'y a pas de. Enfin, comme résident fiscal. Théoriquement, si. Théoriquement, ça doit être. Alors après, c'est pas illégal d'avoir un compte bancaire en euro, mais encore faut-il que ce compte-là soit déclaré. Oui, si on l'a déclaré, on l'a déclaré avec les autorités colombiennes, donc dans la déclaration de biens étrangers. Transformé en cuenta de compensation. Et alors ça,
Et il faut déclarer le compte français dans ce cas-là. Si vous avez accumulé, ça c'est pas interdit d'accumuler, d'avoir des euros en dépôt avec lesquels vous allez investir directement en euros pour éviter des taux de change inutiles, enfin chers. Ça c'est pas interdit. Mais à partir du moment où ça rentre dans l'orbite du contrôle d'échange, donc typiquement une prise de participation dans une société, un investissement immobilier ou autre, là il faut déclarer ce compte bancaire français-là auprès de la Banque centrale comme Quanta et Compensation, et ça sous-entend après une obligation déclarative mensuelle à la Banque centrale, trimestrielle auprès de la DIAN, de tous les mouvements qui transitent sur le compte bancaire français. Donc autant vous dire que là-dessus... Ouais, mais là, par exemple, dans mon cas, disons que j'ai des comptes en France, en Allemagne, et par exemple, j'ai des revenus immobiliers qui vont arriver sur ce compte, mais c'est mon compte perso que j'ai, je sais pas combien de temps. Enfin, donc ce compte-là, il faudrait que je fasse une opération spéciale ici en Colombie. Parce que moi, le seule chose que je fais, c'est en fait un investissement à l'extérieur qui est dans l'orbite du contrôle d'échange. Oui. Ok. Donc tout ce qui est bourse, etc., je suis censé déclarer là-dessus. Théoriquement, oui. Théoriquement. D'accord. Ok. Sur les plus-values. Bon. Bah, après, c'est très contraignant. Enfin, non, c'est en pratique une personne qui déclare ça, parce que même sur les entreprises, c'est hyper contraignant. Ouais, parce que comme on est entre guillemets français, enfin, pour nous, ça nous paraît normal d'avoir encore notre compte bancaire en France, même si on est résident colombien et on a le compte aussi en Colombie. Donc on dit, bah, l'argent qui est là-bas, qui est déclaré, je cache rien. Oui, parce que le contrôle d'échange, nous, on l'a pas en tête, c'est quelque chose qui a disparu en France depuis Maastricht. Donc, ça fait 30 ans, 40 ans, on a une liberté des capitaux, on ne pense pas, on n'a pas ce réflexe-là. Mais un cas de figure qui est très courant, c'est endettement en France. On souscrit même un crédit à la consommation pour acheter des titres d'une société en France. Dans 99,99% des cas, le résident fiscal français qui vit en Colombie ne va pas penser déclarer cet endettement extérieur-là à la Banque centrale, alors que c'est une obligation théorique. Et il ne va même pas savoir, il est de bonne foi, il ne va même pas savoir qu'il est en infraction. Et une question, parce que par exemple, nous, on fait la déclaration donc à la DIAN, donc annuellement, des biens à l'extérieur, donc on liste les comptes, etc. Est-ce que ça, en plus, il faut aller à déclarer à la Banque de la République, ou ça, c'est suffisant ce qu'on déclare à la DIAN? Vis-à-vis de quoi, pardon? Bah, c'est-à-dire, on fait une déclaration de tout ce qu'on a à l'extérieur. On est obligé de lister les biens, les comptes, etc. Donc ça, on fait avec la DIAN. Et donc, on est censé aussi faire ça avec Banco de la République, parce que là, on parle de déclaration. C'est si vous êtes amené, vous, à prendre une participation dans une société française ou ailleurs en tant que résident fiscal colombien, ou d'acheter un bien immobilier en tant que résident fiscal colombien, ou, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple? Et donc ça, c'est pas suffisant de le faire avec la DIAN? Non, c'est les deux. Bon. Non, mais après, là-dessus, il y a une tolérance, hein, malgré tout. Oui, c'est moins... Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Ouais. Mais le problème peut se poser, c'est si vous rentrez, et généralement c'est ça, les gens ils se rendent pas compte, ils n'ont pas de problème pendant 20 ans. On rentre en France et on ne veut rapatrier les capitaux colombiens. Et bah alors là, bonne chance. Parce que c'est imprescriptible. Et là, le problème il vient ou un cas de décès, une succession avec un résident, un héritier qui est résident fiscal en France. Ah, elle est où la déclaration? Mais après, au quotidien. Oui, non, mais. Alors du coup, j'ai une question de Adrien sur la notion de la résidence fiscale. Je reçois mon visa migrant en octobre 2023 pour 1 an. En 2024, je vais sûrement passer plus de 183 jours en Colombie. Mais comment me considérer résident fiscal colombien si jamais mon visa n'est pas reconduit? Pour moi, en 2023, je suis évidemment toujours résident français, mais en 2024. La question à ce jour, suis-je résident fiscal car mon visa M est plus 180 jours? Alors, c'est très technique peut-être. Non, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le visa n'a absolument rien à voir avec la résidence fiscale. D'accord. Donc, c'est un truc, on peut même être considéré comme résident fiscal Colombie, même sans visa, même avec un visa touriste. Totalement possible. D'accumuler plus de 183 jours avec un visa touriste sur 2 années consécutives, c'est possible, de juin à juin. Et là, dans son cas, alors, attends, je suis perdu là. Et c'est 180. En 2024, je vais sûrement passer plus de 183 jours en Colombie, mais comment me considérer résident fiscal colombien si jamais mon visa n'est pas reconduit? Non, mais après, je voudrais voir où est-ce qu'il a.
Qu'est-ce qu'il a comme source de revenus, où est-ce qu'il a un foyer d'habitation permanent. J'ai passé d'éléments, on a passé d'éléments pour répondre clairement. Et Nathalie, Ça n'a rien à voir. d'accord, ça n'a rien à voir. Nathalie aussi posait comme question, doit-on même déclarer en Colombie un compte épargne retraite détenu en France? Oui. Les nus propriétaires doivent-ils déclarer leur part en Colombie? Oui. Aussi. Voilà, oui, aux deux questions. Oui, j'ai une question, c'est un cas concret. Je ne sais pas si on peut le traiter ici, mais j'avoue, il n'arrive pas à avoir la réponse. Et je profite de la réunion pour le mettre sur la table. Je suis entrepreneur, je suis ici depuis 12 ans. Au début de la création de l'entreprise, j'ai fait venir des fonds français de mes comptes comme prestamment, donc à la personne, à la société. J'ai jamais remboursé, la société m'a jamais remboursé. Et ça fait plusieurs années que je veux me faire rembourser. J'en suis, j'en suis le patron, donc je peux le faire. Maintenant, j'ai un peu la trouille de me faire rembourser, de me faire taxer comme revenu ici en Colombie. En France, pas trop, mais c'est surtout en Colombie. Mais c'est quand même un prêt. Comment, et ça s'est jamais fait, et d'année en année, je me fais pas rembourser. Ça a été canalisé comme un prêt à l'époque, comme en Oui, ouais, moi je me suis fait une déclaration comme quoi je prêtais de l'argent à la société, moi-même à moi-même, entre guillemets. J'ai le formulaire voilà, j'ai un formulaire de la. Il n'y a pas de problème, il suffit de. Mais là, c'est un monopole bancaire. Enfin, c'est votre IMC, donc c'est la banque, c'est elle qui est en charge d'envoyer ces documents-là à la Banque centrale dans tout ce qui est en déroulement. La banque, c'est pas que c'est un prêt, parce que c'est un compte perso, un compte professionnel. Enfin, Mais moi, je me suis fait une. J'ai forcément besoin de fournir le formulaire plus le contrat de prêt. Non, Si. à la Banque de la République? Non, à votre banque commerciale. Enfin, c'est la titulaire du compte de l'entreprise colombienne. D'accord, peut-être que sur. Et si ça vient de France, au moment où vous nationalisez les devises, il y a un formulaire, c'est dans le formulaire 4, il faut marquer si c'est pour un investissement, si c'est pour un emprunt, si c'est. Donc ça, c'est dans le formulaire 4. Il faudrait retrouver le formulaire. Comme ça, la banque a, enfin, l'IMC a les infos, les infos là-dessus. Et puis, il y a même une liste. Vous pourriez voir s'il y a une liste qui est publique sur le site de la banque centrale. Si c'est un emprunt, si c'est coché emprunt, je me rembourse. Si c'est coché investissement, c'est autre chose. Oui, Et capitalisation. Ouais, il faudrait capitaliser dans ce cas-là. Parce que bon, après, si ça a été fait correctement à l'époque, il n'y a pas de problème, il suffit de notifier le changement, parce que maintenant vous êtes résident fiscal ici, enfin, même quand bien ici, donc ça serait plus un endettement extérieur. Donc vous pourriez parfaitement vous rembourser. Ouais, mais je percevrais des revenus, donc imposés. Pas sur les intérêts. C'est du capital, ça. Vous le mettez comme actif dans votre déclaration. Pas sur la partie capital, après sur les intérêts, oui. Ça m'intéresse pas d'augmenter le capital, mais ok, je comprends. Normalement, ça, c'est une cuenta corporelle qui doit apparaître dans votre. Exactement. Et ça fait des années qu'elle est là. Ça m'embête. Et je veux pas me faire rembourser parce que j'ai peur de me faire rembourser. Il n'y a pas de problème. C'est une arrivée de revenus. À l'arrivée, il suffit juste de notifier le changement de pays de résidence et après, ça devient un prêt interne. C'est même plus de la démo externe. C'est un remboursement d'un prêt interne parce que vous êtes ici, vous êtes résident en Berlioz aussi. Et si d'un compte colombien, un peu plus tard, j'ai besoin de sous, d'un compte colombien, je me suis prêté de l'argent, c'est pareil, je n'ai pas fait un remboursement. Et là, forcément, il n'y a pas la Banque de la République, donc il y a juste un contrat interne qu'on s'est fait. Ouais. C'est pareil, on peut se rembourser. Mais vous l'aviez fait à une société. Oui, c'était d'un compte perso à ma société. En vivant ici. Oui. On peut se rembourser. Il n'y a pas enfin, il y a pas c'est pas un revenu caché entre guillemets. Sur les intérêts, un peu. Il n'y a que ça comme. Je voulais jouer, mais peut-être que je vais me mettre moins d'intérêt. Question de. Merci. Pardon. Question de Paola. J'ai déménagé en Colombie en mars 2024. L'année prochaine, dois-je effectuer ma déclaration en France? J'ai déménagé en Colombie en mars 2024. Ouais. L'année prochaine, dois-je effectuer ma déclaration en France? Sur les 3 premiers mois, oui. De toute façon, les mois, oui. On écrit une date de départ. Oui. Ouais. Oui. Faut faire ça, oui. C'est la dernière déclaration
en tant que résident sur les 3 premiers mois, et après, il faut voir s'il y a une obligation déclarative, si elle a des revenus de source française après, à compter du mois d'avril. Et qu'elle n'oublie pas de s'enregistrer comme français à l'étranger, à l'ambassade. On peut montrer aussi à un moment si on a besoin de la date. Ça vous est arrivé? Pour enregistrer français. Non, 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 ça m'est pas arrivé, mais je l'ai fait en disant c'est un peu évident de le prouver. Et en fait, maintenant, j'en ai eu besoin pour la nationalité de mon épouse. C'est le document. Ça a montré que j'étais résident en Colombie continue depuis plus de 5 ans. J'ai une question rapide sur la déclaration auprès de la Banque centrale pour les investissements entrants. Juste pour savoir, Banque Colombie, moi j'ai fait venir l'argent de l'étranger que j'ai investi, on a fait la déclaration et Banque Colombie m'a dit que j'avais pas besoin de déclarer moi auprès de la banque centrale, la banque que c'était un investissement depuis l'étranger parce que eux le faisaient automatiquement. C'est ce que j'avais compris aussi, mais je voudrais vérifier. Parce que vous avez fait venir de l'argent. J'ai fait venir de l'argent pour investir dans mon entreprise, la même chose, en capital. Donc, j'ai rempli le formulaire, capital, premier investissement. Ok. Et le comptable que j'ai m'a dit, maintenant, il faut que tu fasses la déclaration auprès de la banque, comme quoi c'est un... Ah oui, après, c'est eux qui sont en charge, effectivement. C'est Banque Vous envoyez des formulaires, oui. J'ai envoyé mon formulaire à Banque Colombia. Oui. Et le comptable m'a dit... C'est eux qui sont en charge. C'est eux que ce soit sur l'investissement, enfin, apport en numéraire ou même apport en nature, enfin, prise de participation dans une société ou endettement extérieur. C'est eux qui canalisent des documents. C'est Banque Colombia qui le font. J'ai rempli leur formulaire, j'ai pas besoin d'avoir un document d'eux que je vais amener. Non, et après, vous avez un système d'information comme bien. Vous pouvez enfin, sur le site de la Banco Repubblica, où vous pouvez checker si l'information est bien. Il y a souvent des erreurs. Il y a souvent des erreurs sur souvent. Ça, c'est sur l'aspect apport, enfin, prise de participation. Et après, il y a une liste qui est publiée sur le site de la banque centrale, pardon, de tous les créanciers non résidents. Donc ça, si vous apparaissez sur la liste, ça veut dire que les choses ont été faites correctement. Si vous n'apparaissez pas sur la liste, ça veut dire que vous connaissez. Et comment on a accès à ces données? Tout ça, c'est sur le site de la banque centrale. Et là, on met quoi? Le NID de l'entreprise qui a reçu les fonds et on peut voir. Sur de l'endettement, c'est un fichier Excel qui est hyper long et qui est par pays. Ah, ok. Du coup, quel est l'avantage d'avoir un capital étranger? On dit souvent, j'ai fait pareil parce qu'on nous a toujours dit, bah, il faut faire venir des capitaux étrangers, comme ça c'est plus facile de faire revenir l'argent. Et il y a un moment, maintenant, je me pose la question, quel était l'avantage? Quand tout est bien déclaré, Okay. Faire rapatrier l'argent, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire la valeur investie, on la rapatrie facilement. Ah oui, à partir du moment où... Mais ça ne donne pas plus d'avantage, je veux dire, la valeur investie, pas plus. Ah oui, non, c'est-à-dire qu'on va... C'est là-dessus qu'on se trappe au moment de rapatrier l'argent, tandis que si les choses ne sont pas faites correctement, et ben la banque, elle va mais c'est juste sur l'apport du capital, on peut la récupérer. Oui. C'est pas sur... ou même sur des endettements. Après, si c'est un endettement, sur des intérêts, vous pouvez rapatrier les intérêts, les redevances, enfin, si tout a été bien fait, il n'y a pas de... Ça peut être déductible après, au niveau de la société colombienne, vous pouvez jouer. Vous pouvez gonfler vos charges déductibles pour augmenter le résultat ailleurs. Pas de... Et ce fichier marche pour les entreprises. Est-ce que ça marche aussi pour les particuliers? Le fichier au niveau de la Banque de la République, il y a aussi les particuliers? La majorité sont des entreprises, mais il y a des particuliers qui apparaissent sur ce fichier. Désolé. J'ai encore une question d'Andrea. Par rapport à la question précédente, en gros, tous les comptes bancaires, contrats de capitalisme ou placements de même nature, contrats d'assurance vie et comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année détenue dans les deux pays doivent toujours être déclarés dans les deux pays, même si on les détient depuis plusieurs années avant de changer de résidence fiscale? Oui. Ok. Il faut ça, parce que le changement d'adresse, une fois qu'on a déclaré à l'administration fiscale des résidents de Colombie, ils partagent ces informations-là au système bancaire ou c'est à nous même de... Ah non, il faut effectivement... mais les banques, généralement, vous font des rappels pour actualiser votre pays de résidence fiscale, mais c'est à vous de notifier votre banque comme quoi vous êtes non résident. Et qu'après, ils vous voient, qu'est-ce qui se peut se passer, c'est si on ne prévient pas, surtout en France et avec les banques en ligne, avec Boursorama particulièrement, clôture de compte. Exactement, ING m'avait... Est-ce que vous avez pas... Ouais.
Et après, ils avaient fermé la vente, donc je pense qu'ils Ouais, mais c'est le risque. face pour eux, mais c'était déjà Ils vous envoient une tête et ils donnent 30 jours et ils clôturent en 30 jours. Ça, c'est très et régulier. ils envoient l'argent sur un autre compte. Ils vendent le RIB d'un autre Tandis compte. que si vous déclarez volontairement le changement de pays de résidence fiscale, la banque vous place sur un segment de compliance un peu différent, mais parfois même une autre agence, parce qu'ils sont obligés devant. Et là, eux, ils ont des obligations déclaratives qui sont différentes, mais au moins, vous avez été bonne foi et je t'expose à aucun risque. Voilà, je suis désolé. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux vous envoyer des gens pour les aider à faire leur déclaration? C'est un service que prête votre entreprise ou pas? Déclaration personnelle? Oui. Et sur la France ou Déclaration colombienne. Que sur la France, pas sur la Colombie. Les deux, non, mais parce que là, je vous pose la question sur la France, vu que la date limite, on a eu l'événement des. Non, mais dans l'absolu, sur le. La française est quand même beaucoup plus simple que la colombienne. Oui, oui, Non, mais la France, les gens arrivent à la faire toute seule. La colombienne, on a tendance à aller vers des services de comptabilité. Mais oui. Et c'est un tarif, c'est un forfait, comment c'est pour la résidence, la déclaration personnelle. Ça dépend de la situation. Parce qu'on a toujours des cas. Ouais. C'est dans la première réunion, puis après. J'ai oublié. Ça dépend quand on est là. Ça dépend. Ouais, Merci beaucoup. Merci Merci à la CGI pour l'organisation. Également, vous trouverez la vidéo sur la rétrospective de l'événement sur la page de la CCI. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est quoi le prochain événement incroyable que vous nous préparez maintenant? Demain soir. Un webinar. Ouais, il faut venir hein, au jeudi networking. Là. Faut venir. Voilà. Plus on est fous. Tellement. Il n'y a aucun problème. Prendre le numéro. Pas au début. Merci. Bonne journée. Vous faites payer à combien l'heure de consulting ou 2 heures? Ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a la réunion gratuite, merci. Je vais arrêter là. Merci beaucoup. Bien joué. C'est encore possible de s'inscrire pour demain ou pas? Oui, bien sûr. Ok, je vais dire à Felipe qui